ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Comment dépasser le plafond de l'endettement pour atteindre les 10 millions avec Victor Laura. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai un invité tout à fait spécial parce que aujourd'hui, j'invite un gros investisseur. Je ne parle pas des petits investisseurs dont je fais partie, que je considère qui ont encore des patrimoines qui sont inférieurs, on va dire, allez, bon, c'est vrai que mon patrimoine n'est pas trop mal, mais des petits patrimoines, là, on va commencer à parler de façon ambitieuse sur des patrimoines qui sont plus conséquents. Et je suis super contente parce que pour moi, ça va m'apprendre énormément de choses pour moi, ma vie d'investisseuse qui a déjà un peu d'immobilier, mais qui aimerait passer au cap supérieur. Donc, voyez cet épisode comme un épisode qui va être intéressant pour ceux qui ont déjà fait un peu d'investissement et comment ça fonctionne après quand on veut passer les échelons supérieurs. Continuer à investir alors que notre capacité d'endettement stricto sensu est atteinte. Comment est-ce qu'on se débrouille à partir de ce moment-là? Donc moi, c'est ça qui m'intéresse en interviewant Victor Laura. Donc salut Victor, comment ça va? Salut Dorine, écoute, je te remercie, ça va très bien. Et toi? Je suis trop contente, trop contente de t'avoir parce que, entre guillemets, tu vas me faire une petite masterclass rien que pour moi qui me suis fixé l'objectif d'atteindre les 10 millions. Je ne sais plus c'est quoi la date, il faudrait que je retravaille mes objectifs, mais parce qu'en vrai, moi, j'ai des objectifs encore plus élevés à 10 ans. Donc, disons que les 10 millions, pour moi, c'est l'introduction que j'aimerais avoir à 4 ou 5 ans, j'aimerais atteindre les 10 millions. Enfin, même 4 ans, ce serait bien. Dans les 4 prochaines années, avoir 10 millions de plus, quoi. Parce que je trouve ça rigolo. Moi, je joue au Monopoly quand je fais de l'immobilier. Donc, sinon, c'est pas drôle. Et j'ai envie, avec toi, un peu de voir comment est-ce que tu vas pouvoir m'apprendre à comment tu as passé les caps pour continuer à emprunter et enchaîner. Mais avant de commencer, j'imagine que les auditeurs ne te connaissent pas encore forcément super bien. Donc, Victor Laura, il est l'hôte du podcast La retraite à 40 ans, qui est un podcast riche d'interviews avec plein d'investisseurs et riche d'informations pour vous tous. Et à part ça, est-ce que tu pourrais me faire en 3 minutes chrono l'introduction de ton parcours, de où tu es parti, mais essayer de ne pas le faire trop long pour réussir après à ce qu'on parle de plein d'autres sujets. Ouais, bah alors je vais essayer, tu me diras si je dois aller un peu plus dans le détail. Du coup, moi, c'est Victor. Aujourd'hui, j'ai 35 ans. Je suis parisien de base. J'ai fait des études dans une école à Paris. Et après, j'ai fait une école d'ingénieur. J'ai fait pas mal d'études après une école de commerce. J'ai aussi commencé un doctorat que j'ai arrêté. Après, je suis allé en banque d'affaires. Donc, j'étais banquier de fusion-acquisition, c'est-à-dire vente et rachat d'entreprises. Donc, j'ai fait des petites entreprises, donc jusqu'à 10 millions d'euros de valorisation. Et après, je suis passé dans ce qui s'appelle du large cap, donc des entreprises valorisées en milliards. Et là, grosso modo, ça va être, par exemple, vous allez avoir EADS qui veut racheter son concurrent, par exemple BAE dans l'armement, et il faut valoriser les boîtes, il faut structurer le deal. Donc, voilà ce que j'ai fait pendant quelques années. Après, je suis parti au Kenya. Lorsque j'étais au Kenya, j'ai bossé pour un fonds d'investissement et j'ai encadré des startups. Après, je suis rentré en France. Quand je suis rentré en France, mon père avait une petite entreprise de conseil qui était proche de la faillite et du coup, je l'ai racheté et je l'ai restructuré. Et en parallèle de ça, j'ai aidé et j'ai lancé pas mal de projets qui sont devenus des grosses startups ou des projets qui marchent bien aujourd'hui. Donc, j'ai fait ça pendant quelques années. Après, j'ai été numéro 2 d'une grosse startup tech. Donc, j'étais directeur des opérations d'une startup qui est dans le Next 40, donc les entreprises qui doivent être cotées au CAC 40. Donc, on l'a passé de 60 à 400 personnes. On a levé quasiment 100 millions d'euros. Après, je suis passé directeur stratégique d'une autre startup. Et là, tout ça pour arriver à 32 ans, où là, j'ai décidé, en fait, j'avais atteint mon palier de liberté financière. Et là, je me suis dit, bon, c'est bon, tu n'es plus obligé de garder un job. Et du coup, vie de tes revenus. D'ailleurs, ça, c'est intéressant quand tu passes à ce cap-là. Donc, depuis que j'ai 32 ans, j'ai 8 000 euros par mois minimum de cash flow. En réalité, c'est beaucoup plus parce que je prends beaucoup de pincettes avec comment je calcule mes cash flows, etc. Et sachant aussi qu'à 30 ans, donc je reviens un petit peu avant, j'avais atteint mon premier palier qui était de 4 000 euros par mois. Et les 8 000 euros ou les 4 000 euros par mois, c'est qu'avec l'immobilier, sachant qu'en fait, j'ai pas mal d'autres activités à côté.
Et là, depuis quelques années, j'aide pas mal de personnes, entre guillemets, à devenir riches. Pour moi, devenir riche, c'est quoi? C'est simplement pouvoir vivre de revenus passifs. Peu importe le montant qu'on veut, c'est ce qu'il nous faut. Et en gros, j'aide des personnes comment? En faisant des podcasts, en faisant une newsletter. Et avec certains, je m'associe, j'achète des boîtes et je fais des choses comme ça. Alors, attends, parce que là, tu vois, du coup, il y a plein de questions qui me sont venues et que je peux pas ne pas poser. Au démarrage, ta famille, pour que les personnes, elles sachent, tu viens d'une famille particulièrement aisée et genre, tu as eu des facilités. Est-ce que tu viens d'une famille plutôt traditionnelle, classique? Enfin, juste pour que les gens on assoivent, je sais pas comment on dit, leur curiosité. Alors, je viens d'une famille de la classe moyenne. Par contre, j'ai fait, et ça a été un de mes déclics, si tu veux, j'ai fait mes études un peu avec la jeunesse dorée. Du coup, j'étais le pauvre dans la jeunesse dorée. Donc, j'ai fait des écoles privées à Paris qui coûtent très cher. Du coup, tous mes amis, si tu veux, leurs parents avaient des Porsche, ils habitent tous dans le 7e, vue sur Tour Eiffel, pour grossir le trait, ou le 16e. Et du coup, moi, j'ai vécu dans cet environnement-là. Sauf que j'étais, si tu veux, déclassé. En fait, le déclassement social, c'est très bizarre. En fait, il suffit de vivre dans un endroit où ce qui vous entoure, en fait, vous n'avez pas les moyens d'en profiter et vous le voyez, ou même de temps en temps, vous pouvez le vivre. Donc moi, j'ai eu ça toute mon adolescence. Par exemple, quand je sortais avec mes premières copines, je déjeunais pas le midi pour avoir 20 euros pour pouvoir aller au resto, tu vois, et vite fait m'acheter le plat le moins cher où on allait, tu vois. Alors, d'autant plus à l'époque, quand tu es un mec, bon, tu aimerais bien pouvoir inviter ou quoi que ce soit. Bon, moi, c'était pas du tout l'idée, c'était pas du tout le cas. Bref, donc franchement, classe moyenne, mais mes parents avaient créé une petite boîte de management, donc quand même, tu vois, quand même des revenus. Après, tu vois, on habitait on était à 6 dans un 80 mètres carrés, donc on était deux par chambre, on était dans le fin fond du 15e, qui était un des endroits les moins chers de Paris. Bref, en tout cas, pas une famille aisée, mais avec des bonnes valeurs, donc des grosses valeurs de travail et une volonté un peu d'excellence académique, même si moi j'étais largement moins bon que mes sœurs qui étaient vraiment exceptionnelles, quoi. Et en termes de personnalité, en fait, j'ai l'impression que tu as un attrait personnel pour les chiffres, c'est ça? Ou enfin, tu t'es orienté quand même vers des métiers de banque, tu as fait de l'ingénieur, ensuite école de commerce. Du coup, tu as eu une impétence naturelle. Enfin, comment t'as été attiré par ce milieu de développer, je sais pas, l'argent, les finances, etc. Alors, je pense qu'il y a plusieurs sujets qui m'ont intéressé. J'ai le sujet, déjà j'ai l'informatique. Je suis tombé dedans assez jeune, donc depuis que j'ai 5 ans, j'avais un ordinateur, sauf qu'à l'époque, il n'y en avait pas. Enfin, nous, on est une génération où il n'y avait pas Internet, il n'y avait quasiment pas d'ordinateur, mais il s'avère que j'avais des grandes sœurs. Et aussi, mon père achetait, enfin, j'ai eu le deuxième Mac, je crois, donc assez vite, j'ai eu un ordinateur, donc ça me passionnait. Un ordinateur, c'est pas très loin des chiffres, donc je suis un peu tombé dedans. Tout ce qui était argent et finance, ça m'intéressait pas mal. Donc taxes, défiscalisation, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, j'ai développé des sites, je regardais des livres un peu sur l'investissement, ça m'intéressait vraiment. Et du coup, dans mon choix en fait de carrière, bref, je suis arrivé au bac et je me suis dit, bon, soit je deviens avocat, soit enfin, je me lance dans des études d'avocat, soit je fais médecine, soit je fais école, enfin, je fais prépa et je fais des maths. Et je me suis dit, bon, t'aimes bien les maths, pourquoi pas, vas-y. Je trouvais ça beau, en fait. Je trouvais ça limite beau de faire des maths. Et du coup, je me suis lancé plutôt dans ce qui était maths. Du coup, après, ça découle sur ce que j'ai fait derrière. Et j'ai choisi des métiers aussi, on gagne bien sa vie. Et du coup, à ma période, les métiers ont gagné bien sa vie. Il y avait la banque, les startups, ça, c'était pas encore le cas. Genre Google, tout ça, c'était pas encore ça. Donc, c'était banque et finance. Donc, à un moment, j'ai même été trader. Et après, je voulais monter devenir un métier qui s'appelle Kant. Donc, il faut faire encore plus de maths. Donc, c'est pour ça que je commence un doctorat. Là, je me suis finalement, les maths, c'est pas trop mon truc. Jusqu'à un certain niveau, ça va. Après, non. Et après, je suis passé, du coup, en tant en banquier d'affaires. Ok, ben donc j'ai tout compris, ton parcours. Mais maintenant, moi, la question, c'est comment tu as fait par rapport à toute cette ambition pour te dire, tiens, je vais investir en immobilier en même temps. Enfin, à partir de quand tu as commencé à investir en immobilier? Parce que je sais que quand on est pris dans sa vie parisienne, dans sa carrière, etc., en tout cas, moi, c'était notre cas aussi avec Cyril, on était pareil, ingénieur à Paris. Bah, en fait, tu vois juste des conseillers en gestion de patrimoine qui te disent, oui, non, mais prends ton Pinel, machin. Enfin, comment tu as fait pour sortir de la case dans laquelle on veut mettre, en fait, les cadres parisiens, quoi? Alors, déjà, quand j'avais des contacts avec des conseillers en gestion de patrimoine, je trouvais que c'était pas au niveau. En fait, ce qu'ils me disaient, je regardais ce qu'ils me disaient, je comprenais pas en fait l'intérêt. Au tout début, alors pourquoi je me suis lancé là-dedans? En fait, les métiers que je faisais, c'est des métiers vraiment durs. Donc, effectivement, on gagne très bien sa vie, mais c'est très, très dur. C'est-à-dire que c'est des métiers, quand on commence, on se demande, on se dit pas, bon, combien de temps je vais rester, c'est juste combien de temps je vais tenir et combien d'années je vais pouvoir tenir.
Parce que c'est des métiers, banquier d'affaires, c'est du 60, 90 heures par semaine. Alors, de l'extérieur, ça paraît un peu bizarre, mais quand on est dedans, en fait, tout le monde le fait. Donc, en fait, vous arrivez à 9 heures au boulot, vous rentrez à 4 heures du matin et vous travaillez. Et en fait, vos collègues font la même chose autour de vous. Donc, en fait, vous êtes dans un univers très particulier. Il y a beaucoup d'adrénaline parce que vous êtes sur des gros dossiers. Donc, c'est vraiment sympa. C'est vraiment, vous accompagnez quelqu'un qui veut vendre sa boîte, qui veut en racheter une autre. Donc, en fait, vous êtes vraiment dans le truc, quoi. Vous êtes à fond, vous vivez votre vie à fond, vous gagnez très bien votre vie. Alors, ça dépend où vous le faites, mais si vous choisissez les bonnes banques ou les bonnes boîtes. Mais par contre, c'est très dur. C'est-à-dire que physiquement, donc votre couple, c'est compliqué. Physiquement, c'est dur parce que vous dormez pas beaucoup. Finalement, les week-ends, vous pouvez pas trop sortir non plus. C'est un univers de banque d'investissement particulier. Donc, il y a le trading d'un côté. Donc là, ils ont leur univers à eux. Ils travaillent généralement moins, mais c'est des pressions différentes. Et après, il y a tout ce qui est fusion-acquisition, où là, on travaille beaucoup plus. Et la pression est un petit peu plus diluée, mais c'est beaucoup d'heures de travail. Parce qu'en gros, il n'y a pas de, en fait, il y a pas de secret dans la vie. Il faut bosser, faut bosser en centaines ou en milliers d'heures pour y arriver. En tout cas, moi, ça m'a appris ça. Et là, je me suis dit, je ne vais pas tenir longtemps, en fait. Je me suis dit, je ne vais pas tenir longtemps. Donc, il faut que je trouve un échappatoire. Et c'est là où je suis tombé un peu je suis tombé sur Fire. C'est là où je suis tombé sur Fire, je suis tombé sur les investissements. Et je me suis dit, OK, quoi qu'il arrive, il faut que j'achète. Et en plus de ça, j'avais une pression. Donc, on était dans les années 2010. Et du coup, dans les années 2010, on avait connu une très forte croissance des prix de l'immobilier. Moi, je suis parisien et je me suis dit, OK, si je n'achète pas maintenant, je ne vais jamais pouvoir avoir un appart à Paris. Je vais me trouver expulsé de chez moi, etc. Donc, ça m'a poussé aussi à passer à l'action. Et là, j'ai acheté, du coup, quand j'avais 23 ans, j'ai acheté mon premier appartement à Paris, qui est devenu une colocation. Mais alors, juste pour les auditeurs, en fait, FIRE, je pense qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire, probablement. Oui, bah, pardon. Donc, juste pour expliquer rapidement FIRE, qu'est-ce que ça veut dire aux auditeurs? Ouais, FIRE, c'est Financial Independence and Retire Early, donc l'indépendance financière et la retraite précoce. Et c'est un mouvement qui vient des États-Unis des années 90. Et c'est toutes les personnes qui vont chercher à vivre de leur patrimoine, quel que soit leur patrimoine. Et vraiment connecté à ça, on va retrouver en gros ceux qui sont dans la Silicon Valley, qui ont des revenus vraiment conséquents et qui, en épargnant une grande partie de leurs revenus et en les investissant principalement en bourse, parce que c'est le plus passif, en réalité, il y a quasiment que ça de passif. Bon, il y a l'immobilier qui peut être passif, mais sous forme de SCPI, par exemple. Et en gros, ils vont calculer le montant de patrimoine qu'il faut pour pouvoir vivre juste de leur patrimoine. Et en faisant des calculs assez rapides, en 8 ans, en fait, on peut y arriver. Et après, vous avez vraiment des revenus passifs. Donc moi, par exemple, j'ai pas mal d'amis qui étaient chez Amazon, chez Google. Ils ont entre 1 et 4 millions cash de côté et ils vivent de ça. Donc, ils vivent des intérêts de leur placement. Donc ça, c'est le FIRE initial. Et après, le FIRE, on peut le décliner. Donc, quand on n'a pas des revenus qui sont excessivement conséquents ou qu'on ne peut pas atteindre son FIRE comme ça, on va faire de l'immobilier, on va potentiellement créer un side business, on va potentiellement créer un business, etc., etc. Ok, et tu as commencé comment du coup? Tu as acheté donc ton appart que tu as transformé en colocation dans Paris. Et ensuite, tu as fait comment? Tu as continué? Enfin, et en fait, ce que je veux juste comprendre, c'est tu as commencé entre guillemets de façon classique. À un moment donné, tu as atteint une sorte de plafond de capacité d'endettement, j'imagine. Oui, c'est ça. En fait, même en faisant la première acquisition, je me suis dit, oula, même rien qu'avec cet appartement-là, en fait, j'atteins la totalité de ma capacité d'endettement. Et après, tout de suite, je me suis dit, quels sont les mécanismes que je peux utiliser pour démultiplier ma capacité d'endettement. Donc, le premier appartement, en fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai simplement appelé mon père. Je fais au fait, donc mon père, il a 40 ans de plus que moi, donc il avait fini le remboursement de la plupart de ses emprunts. Et je lui ai dit, écoute, t'as pas encore un peu de capacité d'endettement, comment ça se passe et tout. Il m'a dit, je sais pas et tout. Et en fait, j'ai fait un montage où j'ai acheté ce premier bien en SCI, donc en société civile immobilière à l'IR, et j'ai fait un démembrement de propriété, donc dès le premier achat. Donc finalement, la dette était portée par l'usufruitier, qui était mon père. Et moi, je portais avec une de mes sœurs que j'ai fait rentrer, mais j'aurais jamais dû faire ça. J'ai dû racheter en fait les parts de l'appart plus tard. L'année dernière, ça m'a coûté très cher. Et du coup, moi, j'avais la nue propriété et du coup, j'avais le bien en tant que tel. Donc ça a été mon premier mécanisme que j'ai utilisé dès le premier investissement parce que sinon, je n'allais pas pouvoir m'en sortir vu les sommes engagées. Donc, on est dans du 300 000 euros. Ok, donc premier appart, 300 000 euros. Et du coup, là, finalement, ça t'a pas touché à ta capacité d'endettement à ce moment-là C'est déjà, ça. grâce à ça. Ouais. Et ensuite, donc du coup, t'as continué comment pour... Alors, déjà là, je gagnais assez bien ma vie. Ce que j'ai fait en plus, c'est que ce premier appartement, qui était une coloc, finalement, mon coloc qui était en école d'ingénieur, qui était un de mes amis de prépa, lui, il est parti. Du coup, j'ai commencé à louer sur Airbnb. Donc là, j'ai commencé à avoir des revenus vraiment conséquents. Donc là, on est en 2011, hein. Donc Airbnb est arrivé, ouais, 2010-2011, donc au tout début d'Airbnb. Donc là, je faisais des revenus de 2 à 3 000 euros en louant une chambre juste sur Airbnb par mois. Et du coup, là, j'avais des revenus vraiment conséquents à ce moment-là. J'ai fait l'acquisition d'un deuxième bien immobilier à Paris, mais beaucoup moins cher, et qui est en cash flow positif. Donc dans le 15e. Donc moi, j'aime bien les rez-de-chaussée, du coup. J'achète des choses qui, normalement, ont un rapport locatif assez élevé. Et une fois que j'ai fait ça,
je suis passé sur des immeubles avec beaucoup plus de rendement. Et là, on va aller sur du 3. Après, je suis passé à des colocations à Aubervilliers avec beaucoup plus de rendement. Je suis passé à Metz aussi, des colocations à Metz. Bref, après, j'ai continué à faire pas mal d'investissements et j'ai fait beaucoup d'immeubles de rapport. Par exemple, mon plus gros immeuble, je pense qu'il a 27 lots. Et là, on est sur du 12-14% de rendement. Il vaut 700 000 euros, entre 700 000 euros et 1 million. Donc, ça, c'est mon plus gros immeuble en habitation. Et après, j'ai même fait l'acquisition, pour dire comment, mais d'immeubles à 3 millions d'euros. Donc là, ça va être un plus gros investissement. C'est un immeuble de bureau à Ivry-sur-Seine de 3 millions d'euros. Et là, je peux te dire comment j'ai fait en fait, pour continuer à démultiplier mes capacités. Bah oui, alors justement, parce que est-ce que t'as des biens en nom propre ou t'as aucun bien en nom propre? Enfin, Ouais, j'ai des biens en nom propre. En gros, quand j'ai commencé, j'ai acheté en nom propre. Enfin, à part la SCI hier, mais c'est pareil. Sinon, j'ai acheté des biens en nom propre. Et assez vite, je suis passé en SCI à l'IS et en société tout court. Donc, j'ai des biens qui sont... et ça, t'as fait ça, ce passage-là, au moment pour des raisons de capacité d'endettement ou aussi parce que comme tu avais des boîtes et peut-être que tu avais créé une holding ou je sais pas comment tu t'es organisé dans la création de tes boîtes pour profiter de ce système ou enfin, comment t'en es venu à arrêter de faire du nom propre? Alors, en fait, le nom propre, en réalité, si vous voulez faire beaucoup d'investissements dans le temps et les garder et pas les vendre et continuer à les multiplier aux investissements, le nom propre, c'est pas forcément le bon truc. Il y a effectivement la niche fiscale qui est toujours là et chaque année, on nous dit qu'elle va sauter, qui est le LMNP. Ça, c'est assez intéressant. Si vous achetez un bien, que vous voulez quasiment pas payer d'impôts en fonction du bien, mais pas payer d'impôts pendant 5 à 10 ans, c'est possible. Et le céder et en fait ne pas payer réellement de plus-value. Ça, c'est intéressant. Et du coup, moi, ce que je m'étais dit au début, je voyais les prix de Paris qui augmentaient fortement. Je me suis dit, je vais acheter des biens à Paris, je vais les garder en LMNP, je vais quasiment pas payer d'impôts, et à la fin, je vais pouvoir les céder et encaisser en fait la plus-value. C'était ça que je m'étais dit au début. En réalité, aujourd'hui, avec tout ce que j'ai fait, j'aurais pu commencer tout en SCI à l'IS. Je pense que même ça aurait été mieux pour moi de faire ça. La particularité, quand vous voulez lever beaucoup de dettes, il y a un moment où vous êtes forcément bloqué. Alors, les banques, bon, il faut savoir que vous pouvez largement dépasser les 35% de taux d'endettement. Ce qu'il faut pour faire ça, c'est juste avoir le bon partenaire bancaire. Donc, une fois que vous avez le bon partenaire bancaire, la personne voit les opérations que vous effectuez, vous pouvez dépasser. Il faut savoir que vous avez 4% de dossiers qui sortent un petit peu de ces limites-là. Une fois que vous montrez que vous faites des bonnes opérations, ça passe. Par contre, il faut montrer que vous faites des bonnes opérations. Donc, c'est pas en 6 mois, c'est pas en un an. Il faut quand même avoir des opérations qui sont faites depuis quelques temps et ça tourne. Et donc, il y a ça, donc déjà, on peut dépasser. Et après, pour dépasser, par contre, il faut faire attention à son endettement perso et, si possible, ne jamais taper les 35% d'endettement perso. Si, par exemple, vous voulez démultiplier les endettements, que vous trouvez un partenaire bancaire type Crédit Agricole et que vous voulez acheter plusieurs biens immobiliers, dépasser vos 35% d'endettement, vous pouvez le faire en créant des structures comme des SCI à l'IS. Par contre, il faut avoir le partenaire bancaire qui vous accompagne. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous avez par exemple 20% de taux d'endettement aujourd'hui. Vous allez créer une structure, une SCI à l'IS, vous allez acheter un bien dedans. Et en fait, on va pouvoir calculer votre endettement de la SCI à l'IS en prenant en fait, ce que fait comme revenu votre bien et ce qui vous reste comme capacité d'endettement. Et en fait, vous pouvez en faire une, deux, trois SCI à la suite, à l'IS, avec certains partenaires bancaires. Et ça marche. Par contre, si dès le début, vous êtes à 35% de taux d'endettement, que vous allez voir votre partenaire bancaire, par exemple le Crédit Agricole, lui dire, bah voilà, je veux créer une SCI à l'IS, machin, ils vont vous dire, non, vous êtes déjà à 35%, donc ça passe pas. En fait, il y a des petits tips comme ça qui peuvent marcher. Après, il faut trouver le bon directeur d'agence. Il faut trouver la bonne banque. Puis après, on peut rentrer là-dedans, mais il y a plein de critères sur ce financement-là. Parce que en gros, si j'essaie de résumer un peu ce que tu dis, si la personne, elle se dit, bon, je m'arrête à 1 ou 2 millions de patrimoine et moi, ça me suffit, c'est pas dramatique si elle a fait tout en nom propre et qu'elle est bloquée après et hop, c'est bon, ça passe. Mais si elle veut viser plus haut, ça risque de lui porter préjudice. C'est ça, attends, j'essaie de bien comprendre en fait le truc, parce qu'en fait, en l'occurrence, alors je peux peut-être parler de mon cas, Allons-y. parce que on va faire une consultation spéciale sur ma situation. Mais grosso modo, nous, avec Cyril, on est à 80% de taux d'endettement. En fait, on a explosé, étant donné qu'on a arrêté de travailler et qu'on ne se verse pas de revenus de notre activité maintenant qu'on a créé avec les investisseurs sereins. Bah, en gros, notre capacité d'endettement théorique est explosée, vu qu'on n'a plus que l'immobilier qui nous fait vivre. Et en fait, moi, je me suis dit, mais c'est bon, on a de l'argent de côté, donc via la holding, on fera des SCI à l'IS. Et si on injecte 20 ou 30% d'apport dans les SCI à l'IS, il n'y a pas de raison qu'on ait un refus comme on a des belles opérations qui ont tourné.
Non? Ça marcherait pas, toi, selon Alors toi? oui, sauf que ça pas si simple que ça, mais oui, dans l'idée, ça peut marcher. Là, tu passes directement en total financement pro. Ok. Ah, donc là, tu parlais d'une sorte de semi-financement pro, en fait, un truc un peu à deux têtes, là, ce que Ouais, en fait, c'est en fonction de où vous en êtes et d'où viennent vos revenus, il y a plusieurs stratégies. Ok. Alors, vas-y, explique-nous. Voilà, si on parle des personnes, quand vous commencez l'immobilier, ce qui est quand même plus simple, c'est d'avoir un CDI. Donc moi, j'ai quasiment tout le temps eu un CDI. Vous avez un CDI, votre taux d'endettement, donc maximum, théorique, c'est 35% de vos revenus. Donc si vous gagnez, alors 1000 euros, ça fait 350 euros que vous pouvez rembourser tous les mois. Vous faites x3 pour 3000 euros, vous êtes quasiment à 1000 euros tous les mois que vous pouvez rembourser. Là, vous pouvez savoir, en étalant le plus possible, donc ça dépend des conditions bancaires, mais bon, en réalité, on peut toujours tabler sur du 20 ou du 25 ans. Là, aujourd'hui, on a du 4 à 5%. Vous savez quel est votre premier montant que vous pouvez emprunter. Ce qui est possible quand vous êtes salarié, c'est si vous achetez un bien que vous mettiez en locatif, vous allez avoir des revenus, donc des revenus supplémentaires qui viennent de votre locatif, donc vous allez pouvoir emprunter encore plus. Ce qui était très bien avant, c'est qu'avec des taux à 1%, on pouvait faire du x3 à même x4 sur la capacité d'endettement initiale, juste en faisant ce mécanisme, j'emprunte à titre personnel, j'achète en nom propre un bien et je le mets en location avec un rendement brut, donc loyer charge x12 divisé par le coût total de l'investissement entre 10 et 12%. On pouvait faire un x3, voire x4 sur sa capacité d'endettement initiale. Aujourd'hui, c'est plus le cas, c'est beaucoup moins. Donc, il y a déjà cette première stratégie. Deuxième stratégie, c'est de faire effectivement, si vous le voulez et si ça rentre dans votre stratégie globale, faire un investissement, par exemple, en LMNP, en nom propre, et très vite garder quand même une petite capacité d'endettement pour faire une ou deux, trois SCI avec une banque qui accepte de faire ce système-là. Ok, ok. Donc, avec le fameux format hybride pro-perso. C'est ça. Mais c'est que, en fait, c'est même pas format hybride pro perso. Là, tu es que en perso pour moi. Tu vois, parce que même si c'est une entreprise, effectivement, tu peux te dire, bon, bah, c'est une entreprise. Mais en réalité, ta SCI LIS, quand tu la crées avec ce format-là, ça repose que sur tes revenus. En fait, le banquier, il va toujours chercher des choses simples. Du coup, il va analyser tes revenus. Il va se dire, OK, toi, Dorine, tu gagnes bien ta vie, il te reste 20% de ton endettement, ça fait 300 000 euros. Bah, du coup, bah, viens, je crée une SCI LIS avec 300 000 euros et tu achètes un immeuble, tu vois, et ton immeuble est en cash flow positif, etc. Et après, toi, dès le début, tu lui demandes si tu peux en faire trois comme ça. Et il va te dire, OK, oui, c'est bon, je peux en faire trois, je peux en faire deux comme ça. Et après, vous avez plusieurs problématiques. C'est que la banque que vous choisissez, en fonction de là où elle est, il y a une question d'encours bancaire, donc de combien de dettes vous pouvez avoir auprès de cette banque. Et vous avez une question aussi de délégation. Donc, par exemple, si votre interlocuteur, est-ce qu'il peut signer 300 000 euros une opération ou est-ce qu'il est obligé de passer par les risques parce que, en fait, il est dans une petite banque. Et là, quand vous êtes parisien, la délégation dans les banques parisiennes, c'est du 700 000 euros, 1,2 million, parce que les appartements, grosso modo, c'est 700 000 euros, 1,2 million. Par contre, moi, j'ai des banques, par exemple en Bourgogne-Franche-Comté, la délégation, c'est 200 ou 300 000 euros. Donc, si on est au-dessus, bon, bah, c'est potentiellement, il y a un risque, on passe par le système des risques, etc., etc. Et du coup, c'est plus difficile parce qu'il faut l'aval de plusieurs personnes et c'est pas uniquement ton interlocuteur qui peut décider de si oui ou non il te le prête. Ouais, et puis après, Voilà. plusieurs personnes, donc chacun a son avis. Il y a un dossier, donc il faut imaginer votre banquier, hein, ce qu'il fait. Il va prendre la photo de Dorine, là, il va la mettre, là, il va dire, ah, tiens, c'est un super couple, ils gagnent bien, ils sont sympas, machin. Ils sont en CDI, ils sont jeunes, ils fument pas. Moi, je les aime bien, et regardez, ils ont une assurance vie chez nous, donc donnez-leur un prêt, quoi. Ok. Non, mais c'est très bien. Mais donc, du coup, alors je vais essayer de récapituler de façon, on va dire, simplifiée et vulgarisée, mais tu me dis si c'est bien simplifié ou pas. C'est que en gros, quand on démarre, on peut faire soit que du nom propre et on se prend pas la tête si ça nous va, en faisant du LMNP. On peut aussi essayer de combiner une stratégie en faisant de la SCI à l'IS, mais qu'en réalité, parce qu'il y a des gens, enfin en tout cas j'entends un petit peu sur les réseaux sociaux qui disent ouais mais faites une SCI à l'IS, comme ça c'est bon, t'as plus de problème de capacité d'endettement. Bah, en fait, c'est pas aussi simple que ça, parce que pas du tout. En fait, ils vont quand même regarder ta capacité d'endettement personnel. C'est pas parce que tu crées une société que la banque, elle est bête et qu'elle comprend pas que bah, y a toi derrière, quoi. Donc ça, c'est en gros, c'est ça. Et après, justement, donc tu parles maintenant des prêts professionnels. Donc là, on change de catégorie. Est-ce que c'est la dernière catégorie dont on doit parler ou est-ce qu'on n'a pas fait le tour? T'en as d'autres. En gros, ce que je veux dire, c'est si là, votre objectif, c'est de faire un seul investissement locatif. Voilà, et de gagner, ça dépend quels sont vos moyens, mais avec un investissement locatif, vous pouvez gagner, ça dépend de la communauté, mais entre 300 et 3000 euros, disons. Mais là, il faut avoir une grosse capacité d'endettement. Tu vois, je ne sais pas quel est ton auditoire, mais en réalité, tu vois, dès qu'on parle de 1 ou 2 millions d'euros d'investissement, c'est déjà très conséquent. La plupart des personnes, même qui gagnent assez bien leur vie, peuvent faire un investissement à 250 000 euros. Tu vois. 250 000, allez, t'en fais deux, t'es à 500 000 euros. Donc déjà, tu vois, qu'on arrive au million, c'est que c'est beaucoup. Si vous voulez juste faire un investissement locatif et que vous voulez faire du meublé, parce qu'on parle de l'MNP, mais il faut que ce soit meublé, ben oui, en fait, le LMNP, c'est pas mal parce que vous n'avez pas d'entreprise, vous
c'est pas de compta réel à faire, c'est beaucoup plus simple, quoi. Enfin, vous avez une compta, mais ça dépend comment vous le faites, mais en gros, c'est beaucoup plus simple. Par contre, si dès le début, vous dites, OK, moi, j'ai envie de viser 1, 3, 10 millions de patrimoine et je veux le faire en faisant des investissements locatifs, pas juste parce que je gagne bien ma vie, j'achète un appart à Paris. Là, effectivement, la question de est-ce que je le fais en nom propre ou en société, moi, aujourd'hui, je passerai largement plus sur les sociétés si je suis dans cette optique-là. Si j'ai confiance dans mes capacités à faire ces investissements, si je sais que je veux en faire beaucoup, j'irai sur de la société, SCI à l'IS ou autre. Il faut savoir que plus, en fait, votre banquier, plus vous avez un dossier compliqué, plus lui, ça va être compliqué pour lui de bosser et de vous donner l'emprunt. Donc, il faut faire le plus simple possible. Donc, SCI à l'IS, vu qu'il n'y a que de l'immobilier dans une SCI à l'IS, c'est bon, il va dire OK plus facilement. Et en gros, pourquoi? Parce que quand vous avez des entreprises, vous pouvez encapsuler votre argent et vous pouvez le faire bouger et vous pouvez choisir comment vous vous rémunérez. Vous pouvez vous rémunérer en termes de salaire, vous pouvez vous rémunérer en dividendes, vous pouvez vous rémunérer en faisant de la cotisation pour votre retraite sans avoir de taxes, vous pouvez financer vos projets. Bref, vous n'êtes pas obligé de sortir l'argent et du coup de payer votre imposition terminale. Grosso modo, on est dans du minimum 30, mais légèrement, on est du 50%, quoi. Si vous encaissez de l'argent dans une boîte, ou même vous, votre salaire, si aujourd'hui vous gagnez 3 000 euros net, en fait, votre entreprise aura payé 6 000 euros. Vous avez 50% de taxes déjà. Et c'est à peu près ça leur idée, quoi. Donc, quand l'argent rentre dans une boîte, vous divisez par deux pour avoir l'argent chez vous. Donc, si vous avez de l'argent dans des boîtes et que vous pouvez consommer cet argent, vous faites déjà un effet de levier fois deux, quoi. Pour rebondir sur ce que tu dis, pour expliquer aussi pourquoi nous, non, en l'occurrence, on est tout en. Nos 3 premiers immeubles, ils sont en LMP, en l'occurrence, parce qu'on n'est plus en LMNP, on est en LMP, donc on est passé loueur meublé professionnel. Et en fait, on avait choisi ce régime, on avait beaucoup, beaucoup réfléchi par rapport au SCI. C'est parce que nous, on voulait en vivre et pouvoir vivre que de ça et donc sortir l'argent et pas justement faire le diviser par deux pour sortir l'argent dans sa poche. Mais maintenant qu'on veut continuer les investissements et je continue ma petite consultation sur mon sujet, bah en fait, l'argent là, tous les biens IMO qu'on pourrait continuer à acheter, en vrai, on s'en fiche parce que ce ne serait pas pour vivre. Ce serait juste pour le délire de faire croître un énorme patrimoine. Et donc, en effet, là, on encapsule et c'est pas pour sortir l'argent. Et du coup, bah, là, c'est pour ça que nous, on veut passer tout en SCI LIS à partir de maintenant. Enfin, on veut les existants, on les laisse comme ils sont, mais les prochains, on passe dans notre système de holding SCI LIS au fur et à mesure qu'on grossit. Oui, mais si tu veux, si tu refais les calculs, même si tu avais structuré dès maintenant tout ton système en SCI LIS et versement de revenus, en fonction des charges que tu dépenses et pourquoi tu les utilises, tu vas te rendre compte que l'écart, il n'est pas énorme en fait. Il n'est pas énorme. Et finalement, et même à terme, tu verras, parce que plus tu auras d'invest, au bout d'un moment, tu vas dire, ah ouais, bon, bah, j'ai ces premiers trucs. Bon, c'était une étape, si tu veux, tu as besoin de le faire, tu vois, c'était une étape, etc. Mais quand tu vas atteindre les, je sais pas, les 5, les 10 millions, tu vas dire, bon, bah, en fait, ces trucs-là que j'ai en LMP, en fait, il faut que ce soit dans des boîtes et tu vas voir, tu vas finir par les Ah oui, racheter. c'est sûr. Non, mais ok, imaginons, ok, j'atteins les 10 millions et tout, les fameux 10 millions dans 4 5 ans, je me dirais, bon, bah, les petites maisons là, que j'avais construites par rapport aux gros hôtels maintenant que j'ai mis en place, enfin, je fais la comparaison par rapport au Monopoly, elles seront un peu ridicules à côté. Mais ok. Mais je trouve que pour démarrer, c'est pas mal quand même pour les gens. Parce que franchement, moi, des fois, j'ai des personnes qui me contactent. Et puis, tu sais, elles ont encore rien fait. Elles ont encore fait aucun invest. Et puis, tu sais, elles se prennent la tête sur des SCI, machin et tout. Mais je fais, mais déjà, trouve un bien rentable, tu vois. Tu sais, genre, juste fais déjà une opération. Juste voir si tu arrives à le faire. Enfin, parce qu'elles partent de tellement loin que des fois, je trouve que ça ne sert à rien de voir trop, trop loin. Après, je suis d'accord, il y a des profils ultra ambitieux qui savent tout de suite, qui sont faits pour ça. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont encore rien fait et puis qui fantasment en fait sur un futur à 10 millions. Mais fais déjà en un, peut-être t'en feras un deuxième. Et puis après, tu te poseras si tu veux vraiment en faire une activité, quoi. Ouais, bah, t'as raison, parce que tu sais, c'est sympa de se poser, tu sais, la fiscalité, ça a tout un truc un peu obscur, tu vois, l'optimisation fiscale, c'est obscur, il y a des calculs, on peut être chez soi tranquillement en train de faire des trucs. Mais bon, en réalité, ceux qui réussissent dans l'immobilier, c'est faut être pragmatique, hein, tu vas sur le bon coin, tu comprends, tu arrives à comprendre que c'est une opportunité qui rapporte de l'argent, tu te déplaces et tu en fais beaucoup. Et je comprends pourquoi tu fais de l'accompagnement. C'est en fait la problématique c'est comme le sport. Il y a un moment, si vous le faites tout seul, vous n'allez pas vous rendre compte, enfin, vous allez prendre les erreurs que nous, on a pu prendre, et ça coûte cher. En fait, ça épuise. Potentiellement, on arrête, et après, on peut être un peu traumatisé, quoi, parce qu'il y a plein de trucs qui peuvent un peu casser partout. Et du coup, être avec une personne qui permet de dire, bon, là, déjà, moi, je valide l'opération, je la ferai. Bon, voilà, quand tu en as fait plusieurs, normalement, tu ne te trompes pas trop. Quand la personne est un peu au bout de sa vie en se disant, ouais, l'immeuble, il est bien, mais à 300 000, j'ai pas mon cash flow. Il faudrait que je l'ai à 250, mais c'est trop de réduction. Et là, tu lui dis, bah non, bah vas-y, de toute façon, fais une offre à 220, tu vois, ça passe et tu y vas, quoi.
Et en fait, il y a besoin, en fait, c'est quand même l'immobilier, c'est comme tout dans la vie. En fait, il y a tellement besoin d'apprentissage. Tu vois, par exemple, mon associé Martin, donc ils m'ont associé dans pas mal de boîtes aujourd'hui. Lui, il a pris mon programme à l'époque et il est passé dans une phase où il voulait vraiment investir. Il avait déjà acheté sa RPR, tapé revendu. Puis après, il a commencé à descendre où c'était dur pour lui. Tu vois, il trouvait pas les immeubles, la rentabilité et tout machin. Et là, tu vois, j'étais là et avec lui, je l'ai mis dans un mode un peu mec. Je lui ai dit, attends, là, il faut que tu défonces le truc. Vas-y, tu vas là-bas, tu fais ça, tu fais ça. Tu as vu ça, tu fais une offre, machin. Et après, il a tout débloqué. Et dans sa tête, si tu veux, en un an, je crois qu'on a fait 3 millions d'invest, un truc comme ça. Du coup, il s'est totalement débloqué. Mais tout seul, et puis même moi, je le vois aujourd'hui, tu vois. Pareil, sur des boîtes, j'ai des tunnels de vente, j'ai des funnels d'ailleurs de vente. Il faudrait que je les retravaille. Ben là, je devrais prendre des personnes qui sont meilleures que moi pour m'aider à le faire, tu vois. Enfin, tout ça. En gros, je pense qu'à un moment, moi, je suis très seul dans mon coin et j'aime bien faire les choses tout seul, mais ça prend beaucoup de temps, quoi. Et ça consomme beaucoup d'énergie alors qu'on peut faire beaucoup plus simplement. Et alors, donc, on en revient un peu aux situations de prêt. Donc, imaginons, OK, là, on atteint un peu le palier. Imagine quelqu'un qui nous écoute a atteint, on va dire, les 1,5 million, 2 millions, ou 1 million. Tu disais, c'est beaucoup. Moi, dans mes clients, il y en a qui, enfin, dans les personnes qu'on accompagne, il y en a, ils sont sur des immeubles à 500, 800 000. Il faut quand même des beaux projets. Enfin, pas tous, hein, parce que chacun sa taille et on accueille tout le monde. Hein, nous, on prend tout. Mais il y en a qui font quand même des beaux projets. Mais je sais qu'ils sont vite inquiets, mais comment est-ce qu'ils vont faire après? Donc, c'est ce que tu disais, la banque, elle regarde quand même vachement. Est-ce que tes opérations que tu as faites, elles tournent? Tu montres que tu es un investisseur et que tu sais le faire. Et ça, c'est super important et d'avoir un petit peu d'historique. En tout cas, nous, la banque, à chaque fois, elle nous les a réclamés, cet historique. Et une fois que tu es là, est-ce que nous, par exemple, avec Cyril, donc, j'en reviens sur ma consultation personnelle, est-ce que tu me recommandes du coup de faire ce système en se disant, OK, maintenant on va faire SILS et maintenant on part sur des prêts professionnels. On oublie maintenant tous les prêts liés à notre taux d'endettement parce que de toute façon, nous, on est cramé. Alors, dans ton cas, vu que tu as la chance d'avoir une communauté déjà au début, ce que je ferais, c'est, en fait, il y a plusieurs techniques pour continuer. Un, c'est de prendre la capacité d'endettement d'autres personnes. Donc là, aujourd'hui, tu peux accompagner des personnes, disons qu'elles vont acheter un bien à 500 000 euros, elles ont la capacité de le faire, mais elles ont besoin de ton accompagnement ou que toi, tu t'occupes de la gestion derrière, tu peux faire l'opération avec elles. Très bien, bah, ça tombe bien parce que ça fait partie de nos cartes à jouer. On a déjà des associés en vue. Voilà, du coup, ça te permet d'avancer. Donc là, ça te permet de débloquer en fonction du nombre de personnes que tu as quasiment de l'illimité. Après, sur tes financements, tu vois, par exemple, moi, l'immeuble de à peu près 3 millions d'euros, je l'ai financé parce que j'avais créé un business spécialement pour avoir accès à de la dette plus tard. Alors vas-y, explique-moi ce que ça veut dire, ça. En gros, pour avoir accès à de la dette, ça fonctionne exactement de la même façon avec les entreprises ou les particuliers. Enfin, presque. Dans l'idée, c'est pareil. Donc, demain, disons que tu as un business, tu fais 100 000 euros de chiffre d'affaires et tu as 10 000 euros de marge par an. Ok, 10 000 euros de résultat net par an, avant impôt. Voilà. ok. Alors, on va le faire autrement. Du coup, on va dire que ça fait à peu près 1 000 euros par mois. Et ces 1 000 euros par mois, tu peux t'endetter à hauteur de 70% de ces flux. Ah, c'est excellent, ça. Du coup, ce que tu peux faire, c'est tu crées un business. Donc, ça peut être moi, en l'occurrence, j'ai fait avec un espace de coworking. Tu peux créer un espace de coworking. Ton espace de coworking marche très bien. Tu n'es pas propriétaire des murs, donc tu fais de la sous-location. Et après, tu peux aller voir une banque en disant, bah, regardez, mon système marche bien, j'ai envie de le répliquer et je veux acheter un immeuble qui fait la même chose. Ah, mais alors attends, du coup, il faut que ton business il soit dans l'immobilier quand même pour que ça marche. Alors, pas forcément, tu peux faire la même chose. Alors là, c'était un cas assez simple parce que après, il faut que tu expliques en quoi il y a pour ton entreprise un intérêt de faire cette activité, ce business-là. Donc, ce que tu peux faire sinon, c'est, disons, que tu as ton cabinet de comptable ou tu as un cabinet comptable et tu vas demander d'acheter tes bureaux. Sauf que dans tes bureaux, tu vas acheter finalement un immeuble et dans ton immeuble, tu vas occuper que le rez-de-chaussée, peut-être le premier étage pour des bureaux. Toi, tu vas occuper une toute petite partie des bureaux, les autres, tu vas les louer à d'autres personnes. Et à tes 3, 4 autres étages, tu fais du Airbnb avec. En fait, toi, tu vas faire ton plan, ça te permet d'avoir accès de la dette, après, tu l'utilises comme tu veux. Mais il faut que tu aies quand même une logique, il faut que l'activité de ton business soit liée avec l'acquisition que tu vas faire immobilière derrière. Ok, tu peux pas avoir par exemple genre un restaurant qui tourne bien. Enfin, je fais un exemple bidon, hein, mais t'as un restaurant qui tourne bien, tu as 10 000 euros de marge nette, enfin de résultat net tous les mois. Tu peux pas aller voir la banque en disant, bah vas-y, prête-moi donc l'équivalent de 7 000 euros par mois de dette Mhm. pour acheter un immeuble dans une autre ville pour que je fasse de la location courte durée dedans, quoi. Non, ça passera pas. Enfin, en tout cas, Là, ça passe pas. non, ça Ok, passe pas. il faut qu'il y ait une sorte de lien entre le business et que ce soit logique. Ça peut être, tiens, je vais acheter l'immeuble dans lequel je vais délocaliser mon restaurant, par exemple, ou je vais rouvrir un deuxième restaurant
en bas de cet immeuble et tiens, au passage, regarde, j'ai une opportunité, je peux acheter l'immeuble en entier, tiens, pourquoi pas. Voilà, alors il faut quand même gommer l'aspect revenu. En fait, il faut que quand tu fais ce type de business, il faut que le fait d'exploiter le rez-de-chaussée pour ton restaurant soit en tant que tel intéressant et il ne faut pas y aller en te disant, bah, faut pas monter. En fait, vu que tu as un restaurant, tu ne sais pas forcément exploiter un hôtel, par exemple. Donc, tu vas. Alors, à la limite, tu pourrais aller là-dedans, mais en gros, il faut vraiment que tu ailles voir la banque en disant, voilà, mon objectif, c'est d'ouvrir un nouvel restaurant et j'achète finalement l'espace pour le nouveau restaurant. Et tu parles pas trop de l'immeuble restant au-dessus, tu vois. Et toi, tu te débrouilles, enfin, faut que directement, faut que ton BP fonctionne, faut que ton nouveau restaurant que tu ouvres, que les mensualités de ton immeuble où tu mets ton restaurant, ça fonctionne sans l'immeuble. Et là, tu peux avancer comme ça. Autre solution, c'est que ces boîtes-là, tu peux les structurer finalement avec ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Tu peux faire remonter l'argent dans une holding. Donc, une holding, c'est juste une entreprise qui détient d'autres boîtes, Ok. potentiellement d'autres choses. Et du coup, donc tu vas remonter. Alors, tu as plusieurs manières pour le faire remonter. Ce que tu peux faire, c'est faire remonter l'argent dans ta holding et déclarer les revenus de ta holding. Au bout d'un moment, si on remarque que ta holding, et ça pourrait être ton cas, si on remarque que ta holding, bah, en fait, elle génère des bénéfices chaque année, ta holding peut très bien aller voir une banque en disant, je veux faire l'acquisition de cet immeuble pour faire du locatif, parce que c'est une holding, et je vais créer une entreprise fille qui va s'endetter. Je vais apporter X% pour pouvoir faire que ça fonctionne. Donc là, effectivement, en fonction des conditions, les 110%, on ne peut, alors il y a toujours des trucs qu'on peut faire, mais grosso modo, oui, c'est 20-30% d'apport. Ça peut même être du 40% d'apport, ça dépend ce que tu veux faire. En fonction des travaux, etc., ça varie beaucoup. Et là, effectivement, tu crées une nouvelle SCI. L'argent vient de ta holding. C'est ta holding qui va être regardée pour faire le calcul en fait, d'endettement. Et là, tu vas pouvoir faire l'acquisition d'un nouvel immeuble. Alors, il faut savoir que là, il y a de plus en plus de banques, et moi, je suis convaincu que ça va revenir. Le différentiel va revenir. Donc, pour ceux Ok, qui... alors le Ouais. calcul différentiel, il faut expliquer aux gens parce que je pense que les gens ne savent pas ce que ça veut dire. C'est un point hyper technique, mais hyper intéressant. Alors, le différentiel, c'est au lieu, donc là aujourd'hui, quand vous faites un emprunt, on va prendre effectivement vos revenus à vous. Et si vous achetez un immeuble, par exemple, qui génère 1 000 € de loyer en plus chaque mois et que vous gagnez, vous, 3 000 €, vos nouveaux revenus, ça va être 3 000 plus 1 000, 4 000 €. Et là, on va recalculer combien vous pouvez rembourser, 35% de ces 4 000 €. Le différentiel, ça va être de faire une opération qui sera totalement indépendante de vos revenus. Donc là, vous allez juste regarder l'immeuble en tant que tel. Est-ce que l'immeuble en tant que tel, si on met la dette, un montant de dette sur l'immeuble, est capable avec des calculs de mensualité maximum, de se rembourser lui-même. Donc, si tu as un cash flow positif, attends, j'explique juste Ouais. jusqu'au bout. Si tu as un cash flow positif, par exemple, de 300 euros sur ton immeuble, Hum. bah, tes revenus passent à 3 300 euros, mais c'est comme si tu n'étais pas endetté, tu peux réemprunter sur 3 300 euros. Oui. Alors que si tu es en cash flow négatif, ça te baisse tes 3 000 € et du coup, tu baisses en capacité d'endettement. Est-ce que c'est bien expliqué ou pas comme ça? Alors, c'est bien expliqué. Alors, il faut faire attention quand même que le différentiel doit fonctionner même avant ça. C'est-à-dire que ton calcul, enfin, il faut que tu aies quand même la possibilité que l'immeuble en tant que tel fonctionne bien. Mais c'est ça dans l'idée. Ça, donc ça fonctionnait avant, toutes les banques ne le faisaient pas, mais ça fonctionnait il y a, ouais, je pense, 5 ans, 5-6 ans. Et là, alors il y a certaines banques qui commencent à le reproposer, et moi je suis quasiment sûr que ça va arriver, parce que, en fait, avec les taux d'aujourd'hui, c'est compliqué de faire des cash flows. Je pense que tu l'avais fait, j'avais entendu dans un de tes épisodes. J'avais remodélisé quel est le changement en termes de rendement brut pour les immeubles. Avant, on faisait du 10% de rendement brut, on pouvait avoir du cash flow. Si on va avoir le même cash flow, le même montant de cash flow aujourd'hui avec les nouveaux taux d'intérêt, il faut aller taper du 12% de rendement brut. Du coup, ça commence à devenir assez compliqué et la dette, en fait, tape très fort sur nos cash flows parce que ça devient, alors c'était déjà, mais ça devient vraiment un poste de dépense vraiment conséquent. Et la problématique de l'État, il va s'en apercevoir, je pense, assez vite, c'est que si les gens comme nous ne font pas ce boulot-là, c'est-à-dire d'acheter les immeubles, de les entretenir, de gérer ça, parce que c'est quand même du taf, il faut des gens qui sont motivés pour le faire, etc. Bah, en fait, tout le patrimoine français, et là ça se voit, ça va quand même se détériorer. Donc il faut quand même avoir des investisseurs qui font ce boulot-là globalement en France. Et d'ailleurs, moi, enfin, pour la petite anecdote, là, on discute pas mal avec des entrepreneurs en ce moment dans le bâtiment et les carnets de commandes commencent à se tasser et 2024 ne sent pas bon. Enfin, en tout cas, du côté des entrepreneurs, je ne sais pas si toi, tu as eu ce ressenti-là aussi, mais peut-être à cause de la baisse d'opérations Bah, qui fait que va y avoir un trou, quoi. je crois que ça fait le bâtiment, quand ça marche bien, ça recrute 300 000 personnes, je crois, à l'année, un truc comme ça. Et là, en gros, alors 300 000 personnes, c'est quasiment le taux de natalité en France, je crois. Enfin, ouais, bref. Et ce qui est en train de se passer, c'est que ça va être la cata. Moi, je suis convaincu que si la situation ne change pas, 2024, enfin, il y a plein de boîtes qui vont faire faillite. Il y a plein de gens qui vont se faire licencier dans le monde du bâtiment. Et il faut se dire qu'il y a beaucoup de gens dans le monde du bâtiment
c'est quand même des profils, c'est pas les plus, c'est pas ceux qui vont le plus facilement. Enfin, si, ils peuvent trouver du boulot facilement, mais ça va être compliqué quand même de recaser tout ça. Et vu que l'activité économique globale est pas terrible, il va y avoir une problématique. Le bâtiment, c'est quand même pas mal, ça emploie beaucoup de gens, ça pèse lourd dans le PIB, donc bon, je pense qu'à un moment, ça va faire quelque chose, quoi. Et donc, si le calcul différentiel revient, alors bon, ça, c'est des hypothèses. Alors moi, j'aime pas trop parler d'hypothèses tout le temps parce que tu sais jamais si ça passe pas, voilà. Mais en tout cas, ce serait une excellente nouvelle pour nous investisseurs parce que ça veut dire que ça débloque complètement la capacité d'endettement pour les investisseurs qui savent faire du cash flow positif. Forcément, ceux qui font du cash flow négatif, ils vont pas exploser leur capacité d'endettement, quoi. Ils vont pas pouvoir emprunter ad vitam aeternam si. Ouais, de toute façon, ils ne pourront pas, ils sont piégés. La problématique, c'est il faut encore une fois correspondre aux attentes des banques. Donc, les banques vont, tu vois, par exemple, dans ton cas, ça va être compliqué. Tu penses? Parce que tu as déjà beaucoup de dettes, tu vois. Du coup, tu vas pas forcément pouvoir profiter de ça, parce que déjà aujourd'hui, tu vas aller voir la banque, tu vas dire, OK, bon, on peut faire un différentiel, mais toi, tu es déjà méga impacté par de la dette, tu vois. Tu vas pas pouvoir leur dire, bah, regardez, j'ai 120% de dette, ou je sais pas combien tu as de pourcents de dette, mais tu dois être dans. Bah non, tu dois être à l'infini presque, tu vois. Bah oui, ouais, ouais. Voilà, du coup, tu vont dire, bon, non, mais par contre, les autres qui ont encore un CDI, il faut quand même se dire que moi, pendant toutes ces années, j'étais quasiment tout le temps en CDI. Alors après, il y a d'autres choses où on peut effectivement trouver des moyens pour accéder à de la dette, mais c'est pas compliqué. En banque, on veut aujourd'hui de la stabilité. La stabilité qu'on connaît depuis pas mal de temps, c'est un CDI avec des revenus, etc. C'est possible de faire autrement, mais en gros, la simplicité, c'est ça. Non, mais figure-toi, attends, bah, c'est pour la petite anecdote, parce que les gens qui écoutent, ils savent que on avait les trois immeubles. On a, on va dire, plus d'1,5 million de dettes sur les trois immeubles, qu'on a une belle dette quand même. Et en fait, moi, j'étais persuadée qu'on pourrait plus emprunter, que c'est fini. En plus, on avait quitté nos boulots et tout. Et là, on a eu une opération qui nous tombe sous le nez. C'était une RP. Puis on s'est dit, non, mais attends, t'achètes 100 000 euros en dessous du prix du marché. Tu sais, c'est comme si tu disais non à 100 000 euros. Tu peux pas. T'es obligé de faire une offre, t'es obligé de te positionner. Donc, on s'est positionné. Puis on s'est dit, bah, ça passe pas. De toute façon, on fait du bluff, évidemment. On dit oui, il n'y a pas de souci, tu vois. Et on est allé voir les banques. Et en fait, c'est passé. C'est passé parce qu'en fait, on a retourné et réorganisé notre dossier en mode, bah maintenant, on n'est plus des gens au chômage, on est des professionnels de l'immobilier qui gagnons de l'argent avec l'immobilier. Et du coup, elle a pris notre cash flow des immeubles comme des revenus. Et en fait, bah, du coup, recapacité d'endettement et on a acheté l'appart. Enfin, je sais pas si c'est une erreur de la part de la banquière. En tout cas, elle avait la délégation pour le faire. Et c'est passé. Enfin, c'est juste pour donner de l'espoir. Ah ouais, donnez ça. Mais tu vois, par exemple, tes cash flows, là, t'as combien de cash flows tous les mois? On a plus de 6 500 par mois. T'as combien de dettes que tu rembourses tous les mois? On rembourse peut-être dans les 8 000. Plus de 8 000, 9 000, ouais. Ouais, mais regarde, tu vas te prendre tes cash flows comme revenu. Après, si tu mets ta dette en face et que tu refais un calcul tu vois, de dette, Oui, oui, oui. ça Mais en fait, marche pour pas. réussir à faire tourner Tu vois, nous, en fait, en gros, elle n'a pas pris en compte la dette parce elle a dit, ouais, bah, du coup, c'est de la dette professionnelle, en fait. Alors, voilà. Tu vois, en fait, on a réussi à tourner le dossier Oui. pour que la dette soit vue autrement. Et en fait, non, bah non, c'est la dette au titre de l'activité, c'est pas de la dette en notre nom. Alors, Alors que c'était à notre nom, tu vois. voilà. Donc après, en fait, il y a plein. Après, c'est effectivement des prismes de vue. Donc, il y a des banques qui sont OK de faire ça. Là, par exemple, il y avait la technique, oui, tu crées plein de SCI à l'IS et t'inquiète pas, du coup, ça va jamais se voir et tu peux emprunter autant que tu veux. Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la dette d'une entreprise n'est pas ta dette à toi au nom propre. Donc, normalement, si tu as mis de la dette dans. Par exemple, moi, j'ai, je sais pas, 3 millions de dettes dans une boîte. La boîte, c'est pas moi. Donc là, si demain je vais pour emprunter, c'est bon. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont abusé de ce système-là. Et du coup, il y a beaucoup de banques qui vont vérifier. Donc là, si vous tapez mon nom, par exemple, sur Papers, vous tapez Victor Laura, vous allez voir la plupart des entreprises que j'ai. Vous allez pouvoir voir toutes les entreprises que j'ai. Et c'est ce que font les banquiers aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous allez voir un banquier. Il y en a beaucoup qui vont taper votre nom et qui vont voir les entreprises que vous avez. Si vous n'avez pas déclaré une SCI alias où il y a de la dette, par exemple, le banquier va vous dire qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez fait? Et du coup, il ne va pas vous permettre d'emprunter. Après, si effectivement, là, tu as eu, je pense, un retraitement assez avantageux, mais quoique je ne suis pas sûr, si on retraite en disant qu'une dette est liée à votre activité et que vous ne l'avez pas en nom propre, ce qui n'est pas ton cas, c'est ça qui est un peu Non, non, mais en fait, non, mais en fait on n'a rien du tout menti, hein. Enfin, on n'a pas du tout menti à la banque. Hum, On a dit les choses comme elles étaient. Et c'est juste que dans la façon d'entrer les chiffres dans son logiciel et d'avoir présenté les choses, bah, la banquière, elle a adoré. Elle avait son pouvoir de délégation. hum, Bah, c'est passé. hum, Donc, en fait, ce que je veux juste dire, c'est que, enfin, il y a aussi la façon dont on présente les choses. Mais je hum. suis d'accord que je t'avoue que j'y croyais pas avant qu'on ait eu le prêt, quoi. Il y a toujours un moyen. Enfin, de toute façon, en fait, là, tout est quasiment possible. Après, il y a une difficulté pour l'avoir.
Donc, par exemple, aujourd'hui, vous n'avez plus de capacité d'endettement. Bah, en fait, si, il y a toujours des solutions. Il y a toujours des moyens d'aller faire de l'argent, etc. Il faut juste voir est-ce que vous êtes capable de franchir l'étape pour aller chercher de l'argent supplémentaire. Donc, ça peut être dans ton cas de tenter le truc et de voir si ça marche. Et sinon, plus loin, il y a toujours en fait, des solutions pour aller chercher de la dette ou aller chercher de l'argent. Il y en a partout, quoi. Et d'ailleurs, c'est une étape par laquelle je pense que tu vas passer. Les étapes, si tu veux, d'après, ça va être de te dire déjà, un deal à 100 000 euros, tu ne le feras plus. Tu vois? Ah oui, non, mais ça, c'est clair. Moi, de toute façon, j'élimine tout en dessous de 500 000 Voilà, maintenant. c'est ça. Je ne veux plus faire d'opération en dessous de 500 000 euros parce que c'est trop de temps passé par rapport, en tout cas, à mon objectif. Si je fais des trucs à 100 000 euros, enfin, les 10 millions, j'y suis à 150 ans et je suis déjà mort 3 fois, quoi. Donc, non, non, carrément. Donc, 500 000, pour moi, c'est le. En dessous, j'y vais plus. Ouais. Et ma deuxième piste, donc du coup, alors j'ai compris l'histoire de lancer un business et tout, mais ça qui serait en lien, etc., avec les locaux, bon, pourquoi pas? Faut que je me le garde en tête et ça va peut-être germer dans ma tête. De la conciergerie, tu vois. T'en as plein. Parce que finalement, tu as beaucoup de trucs autour d'immobilier. Donc, c'est assez simple. En vrai, tu vois. On va faire ça. Ah ouais, donc il faudrait que je crée une conciergerie, Hein. par exemple, qui gérerait mes immeubles. Ouais. Et ensuite, comment est-ce que cette conciergerie, bah, elle aurait besoin de locaux? Ouais. Et du coup, j'achète un immeuble dans lequel je mets la conciergerie. Ouais, faut juste faire attention parce que là, tu peux faire beaucoup de défiscalisation. Si tu pousses le modèle plus loin et tu t'amuses à faire les calculs, tu peux redispatcher une partie de tes revenus qui devraient être imposés à toi en perso, ne pas les imposer. Donc, il faut juste faire attention à un peu d'abus d'optimisation fiscale en faisant ça. Mais en fait, si vous faites les calculs, vous pouvez faire vous-même une agence en fait, de location. Ok. Donc, en gros, moi, c'est ce que j'ai en interne. Donc, j'ai une boîte chez moi qui s'occupe de la gestion. Moi, à titre perso, j'ai alors je ne sais même pas exactement, entre 150, en totalité, j'ai 220 lots. Mais Ok. il y en a certains qui sont partagés, donc disons 150 à moi. Et en fait, j'ai une entreprise chez moi, je suis en train de tout réinternaliser, où l'entreprise chez moi va être mon syndic de location, quoi. Et là, en fait, vous vous rendez compte qu'en fonction de ce que vous appliquez comme charge, etc., au retraitement, en fait, vous pouvez défiscaliser, vous pouvez jouer avec les montants. Par contre, faire attention, parce que quand vous faites ça, aujourd'hui, l'État, si vous abusez, l'État va tout de suite vous tomber dessus, parce que l'État, en fait, a accès à toutes ces informations-là. Je pense que vous le savez, quand vous avez des biens immobiliers, il faut remplir en fait, vos tableaux de biens immobiliers. Vous avez des personnes qui touchent la CAF. En fait, tout le système de flux financier autour de l'immobilier est quand même bien contrôlé par l'État. Mais je crois que cette option-là, je l'écarte parce que je préfère l'option associée. Je sais pas s'il y en a d'autres. Par exemple, à part Ouais. l'option associée ou business comme ça, il y aurait aussi l'option, tu mets 30% d'argent sur la table. Je me dis, il n'y a pas de raison que la banque, elle prête pas les 70% si tu as une opération qui tient la route. Ça dépend encore une fois de l'encours, de est-ce que la banque elle a encore des capacités. Alors, il faut savoir aussi pour ceux qui nous écoutent en fin d'année, par exemple. Donc, il n'y a pas de raison, mais en fait, il y en a plein. Déjà, est-ce que la banque est en fin d'année, par exemple, là, tu es en novembre, tous ceux qui veulent emprunter en novembre, alors ils n'ont pas fait beaucoup d'emprunts cette année, mais généralement, il y a en bout de course, donc les banques n'ont plus de moyens, en fait, ne peuvent plus donner des emprunts. Ça va recommencer en janvier, donc ça dépend quand tu le fais. Tu vas avoir aussi si la banque est intéressée par le type d'investissement que tu proposes. Donc là, aujourd'hui, il y a des banques qui ne veulent pas faire de bureau. Donc tu vas avoir une banque, même si tu mets 30%, elle va dire non, je ne fais pas ce type d'activité. Tu as des banques sur des localisations. Tu as des banques qui vont dire bah non, moi, je sais pas, toi, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas aller là-bas, j'y crois pas. Donc moi, j'ai eu un problème, par exemple, je voulais acheter un immeuble à 2 millions d'euros à Argenteuil et la banque, c'était BNP. Je faisais un prêt pro pour le coup, et la personne, donc le directeur de BNP Entrepreneur, donc c'était assez haut, lui était là, non, je ne crois pas à Argenteuil. Donc je ne crois pas à Argenteuil, pour moi c'est une ville qui ne va pas se développer, ça vaut rien, etc. Alors que bon, le projet était vachement bien. Donc on peut te bloquer. En fait, oui, tu as plein de raisons qu'on te dise non, et surtout sur les prêts pro, tu en as pas mal, mais normalement, tu es quasiment sûr que sur 5-10 banques, tu en as une qui va te dire oui, quoi. Après, attention aux conditions financières. Et là, il va falloir que tu trouves des opportunités. Il va falloir y aller, quoi. Il va falloir que tu trouves des super trucs, quoi. Ok. Et du coup, ils prêtent sur 20 ans sur les prêts professionnels comme ça? Alors, c'est compliqué, mais tu peux l'avoir. Mais c'est très compliqué. Ok. Normalement, tu vas être sur du 15 ans et tu as du 20 ans. Et après, tu peux faire des décalages. Alors, 25 ans, ça existe, mais en fait, non. 20 ans, oui, tu peux l'avoir. 15 ans, tu es quasiment sûr. Ok, ok, bah très bien. Bon, bah, tu vois, moi c'est bon. Ça, c'est mon plan B. Mais en l'occurrence, moi, je vais taper sur la partie association. Parce Mhm, qu'on a des proches qui, entre guillemets, ne s'intéressent pas à l'investissement immobilier et qui ont des capacités d'endettement juste mhm, hyper intéressantes, ou bien des boîtes qui tournent avec beaucoup de cash, qui savent pas trop quoi en faire et qui savent qu'ils ont de la capacité d'endettement au titre de la société. Et du coup, comment mhm, est-ce que tu fais une association comme ça? C'est-à-dire que tu peux, toi, tu as fait ça, des associations, du coup, avec des personnes qui ont de la capacité d'endettement. La banque, en l'occurrence, bah, imagine par exemple, on trouve quelqu'un avec qui on a envie de s'associer. On se dit, on va faire 30, 30, 30, 10. Alors, je t'explique pourquoi, c'est mon idée de montage, mais tu me diras ce que tu en penses. Donc, mhm. Cyril et moi, ça fait 30 chacun, plus la personne avec qui on veut s'associer, 30 aussi.
et on met 10% pour celui qui aura la charge mentale de gérer le bazar sur le long terme. En fait, on fait une petite récompense de 10% pour celui qui va gérer la gestion plus ou moins passive du bien. La banque, elle, elle va voir que les 30 et 30 de moi et Cyril sont, entre guillemets, surendettés ou très bien endettés et on n'a pas beaucoup d'apports. Mais le troisième, lui, grosse capacité d'endettement et beaucoup d'apports potentiels. Mhm. Est-ce que, est-ce que ça passe? Et du coup, la banque, elle a, enfin, par sorte de, qu'on va dire, solidarité sur le prêt, fait qu'en fait, tout le monde est solidaire et du coup, celui qui a plus de charges sur le prêt, enfin, qui a plus de capacité d'endettement, prend en fait, entre guillemets, la charge sur le prêt global. Ou est-ce que, enfin, je sais pas, hein, parce que je ne l'ai pas fait concrètement, donc tu vois, je m'imagine et je prévois en fait mon petit plan d'investissement sur 2024, mais qu'est-ce que tu en penses? En gros, moi, je ne ferais pas ça. Ok, alors vas-y, dis-moi tout. Parce que, encore une fois, ton banquier veut de la simplicité. Donc, si tu vas voir ton banquier, que tu mets 60%, et même, je pense que c'est vous qui allez assurer la gestion, donc 70% à des gens qui sont surendettés, ça passera pas. Parce qu'il va regarder vos dossiers. En plus, je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que concrètement, il va avoir un dossier. T'imagines, là, essayer le dossier. Bon, alors, Emith, vous êtes mariés, c'est ça? Ouais, Ouais, donc toi et ton mari, vous avez le même dossier. Donc, limite, c'est pas grave, vous en avez un dossier pour deux, mais vous avez déjà beaucoup de choses. Oui, et plus ça va avancer, plus tu vas avoir d'éléments, et peut-être plus tu auras de boîtes. Donc, ok, en réalité, vous êtes problématique. ok, Du coup, moi, ce que je ferais, c'est que je mettrais l'autre associé largement majoritaire et je mettrais quelque chose qui vous représente vous, qui n'a pas de lien, qui n'a pas de dette. Donc, que ce soit une holding ou une autre entreprise. Et après, tu peux faire jouer les pourcentages de l'entreprise comme tu veux. Ah oui, alors attends, parce que j'ai peut-être pas été assez claire. Évidemment, hein, ce serait pas nous, ce serait notre holding qui détiendrait donc les 70% et l'autre investisseur les 30%. Ouais, je pense que c'est trop léger pour C'est trop l'investisseur léger? qui ramène son endettement. En fait, oui, tu peux essayer, tu me diras si ça marche. Si tu as la même bancaire que celle que tu as aujourd'hui, ça peut sûrement passer. Moi, je pense que pour la majorité des banques, il vaut mieux que tu le fasses en deux étapes. Tu fais d'abord un endettement avec un associé qui est largement majoritaire. Et du coup, votre dossier va à la limite. Donc, il faut être. Alors, ça dépend des structures, mais il faut que tu sois à moins de 5% en gros. Et qu'une fois que tu as fait l'opération, toi, tu rachètes des parts. Vu que tu achètes les parts d'un bien qui est largement endetté, la valeur de ta SCI est négative. Et du coup, tu peux faire des transactions de parts après. Ok, bah oui, parce que en fait, nous, comme en fait, toi, c'est ça la question que je me posais, et comment toi tu fais, comment t'as fait, en fait, voilà, comment toi t'as fait pour t'associer du coup avec des personnes qui avaient une grosse capacité d'endettement? Alors, ça dépend avec lesquels. Alors déjà, je l'ai pas fait tant de fois que ça. Ok, Euh, et après, il y a plein de méthodes différentes en fonction de comment tu vas t'associer. Là, en l'occurrence, on avait fait une structuration où il y avait la répartition de fonds, mais j'avais encore aussi de la capacité d'endettement. Sur les autres, où là, comment moi je me projette avec des personnes, c'est en fonction. Le plus dur à avoir, c'est le financement. En fait, ça dépend. Le plus dur à avoir, c'est effectivement trouver l'opération qui marche bien. Le plus dur sur le long terme où ça risque de craquer, ça va être de gérer l'opération quand ça va mal. Et après, c'est de s'assurer enfin, de trouver le bien, quoi. Bref, quand on prend ces éléments-là, moi, ce que je ferais à ta place, il faut simplifier, il faut que ça passe pour l'endettement et que ça ne pose pas de problème. Donc, je présenterai au maximum la personne seule, comme si elle faisait son investissement seule. ah ouais, non, mais c'est excellent. Et après, moi, je prendrai les parts. Ok, et après tu rachètes les parts. Ouais, et c'est une valeur nulle. Ok, et du coup, ça, tu te mets d'accord. Ah non, mais c'est excellent comme technique, mais tu vois, ça, je le savais même pas en fait. Ok, et ça, en fait, tu te mets d'accord en avance avec la personne avec qui tu t'es mis. Ok, bah en fait, on fait l'opération, mais dès que l'opération est terminée et que toi, grâce à ton super dossier, on a obtenu l'emprunt, tu es d'accord en avance qu'on va te racheter les parts à tel prix après l'opération. Ça se formalise? Oui, tu peux le formaliser, tu peux faire un contrat. Tu peux faire, tu vois, c'est comme quand tu fais du trading, tu vois, t'as des options d'achat. Tu peux faire des options, ou des startups, tu peux faire des options d'achat, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire des contrats de cession de parts à un instant donné, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux regarder ce que font les startups, c'est ça. Tu vois, par exemple, quand tu as des actions dans des startups, c'est un système finalement d'options et tu peux faire la même chose sur des SCI qui est une entreprise, etc. Non Ou mais, d'autres types de boîtes, hein, tu peux le faire ici. non mais là, tu m'as fait ma journée parce que je suis trop contente. Tu vois, ça, je connaissais pas ce Ah système. bah, vas-y, hein. Trop, trop bien. Ok, ok. Ok, donc du coup, en fait, nous, on peut être associés, entre guillemets, très faibles, même à 5 ou 10% ou 2%, enfin, peu importe, mais un petit pourcentage. Oui, Il n'y le a plus pas faible, c'est de... que si. Ouais, En fait, tu as des. Alors, il faut revoir en fonction des banques, mais tu as quand même des taux 20. En fait, ça dépend pourquoi. Aussi, si tu veux que la SCI apparaisse chez toi ou pas. Tu as des taux qui font que toi, tu vas ressortir comme actionnaire.
importants de l'entreprise. Et en gros, il faut que tu sois en dessous de ces taux-là pour qu'on te laisse tranquille. Parce que si on ne te laisse pas tranquille, de toute façon, on va te demander ton dossier, etc. Mais si tu es un acteur majeur de l'opération, là, c'est problématique parce qu'ils vont réétudier tous tes trucs. Et après, toi, tu vas peut-être avoir des business à côté. Tu vois, moi, par exemple, ils me demandent quand je fais des investissements, ils peuvent me demander des comptes en fait, semi-annuels de mes entreprises. Et en fait, c'est un enfer parce que en fait, le banquier ne comprend pas. Il me demande il va étudier chacune de mes boîtes. Tu vois. Et à un moment, j'ai envie de lui dire, non, mais cette boîte, je ne me verse pas d'argent, il n'y a pas de dette. Il me fait, oui, mais c'est important parce que vous l'avez. Parce qu'en fait, le job du banquier, c'est de minimiser les risques. Et dès qu'il voit que tu es propriétaire ou actionnaire de quelque chose, il va vouloir aller mettre son nez dedans pour regarder ce qui se passe, tu vois, pour diminuer ses risques. Sauf que, tu vois, moi, je suis actionnaire de startups qui sont assez grosses. À la limite, un banquier, une fois, m'a dit, écoute, je veux les comptes de cette boîte-là. Et je lui dis, mais écoute, c'est une startup. Moi, j'ai lancé la startup au début. J'ai des parts. Je te dis même pas combien c'est valorisé aujourd'hui. Théoriquement, c'est beaucoup, mais réellement, je ne peux pas les vendre demain. Et je ne peux pas te donner les comptes de cette boîte et je ne peux pas te donner le business de cette boîte. Et ils ne comprennent pas. Donc, il y a un moment, tu vois, c'est comme donner trop d'informations. Et les banquiers veulent aller là-dedans. Donc, toi, il faut que tu minimises vraiment ça, sinon après, tu auras trop de tension. Ok, non mais excellent. Non mais toi, c'est trop bien parce que je suis trop contente d'avoir une discussion avec toi parce que justement, j'ai pas beaucoup d'investisseurs dans mon entourage qui sont aussi avancés que toi et c'est tous des raisonnements et des logiques que moi, j'ai pas l'habitude du tout de manipuler. Donc, trop, trop bien. Et alors, attends, on a parlé donc de mon plan d'action 2024. Donc, j'ai mon super associé. Je m'associe avec. On a bien compris que voilà, j'ai un petit pourcentage. Lui, il porte la dette au moment de l'achat. Je rachète ses parts parce qu'on s'est mis d'accord qu'on va racheter une partie, etc. Mais lui, maintenant, si je veux refaire un deuxième investissement avec lui, si par exemple on a 70% après le rachat et qu'on s'est mis d'accord qu'il a que 30% et nous 70%, est-ce que lui, il va pouvoir réemprunter quand même encore? Est-ce que ça va le soulager finalement le fait qu'on ait repris 70% après coup? Et il va pouvoir refaire un invest? Ou est-ce que lui va être bloqué à cause de ce premier investissement? Ouais, en fait, ça dépend des banques. C'est comme si, par exemple, tu achètes en couple ta résidence principale et tu vas aller voir la banque parce que toi, tu veux faire un investissement locatif et la banque, tu vas dire, bah, regardez, j'ai acheté une résidence principale, c'est 2 000 € de remboursement tous les mois, mais moi, j'ai que 1 000 € parce que j'ai 50% de la résidence principale. Là, ton banquier, il y en a beaucoup qui vont, alors ça dépend encore des banques, mais beaucoup vont dire, bah non, mais en fait, moi, je prends ton endettement, je prends les 2 000. Ouais, parce que tu es Ça va bien. solidaire de la dette. Ouais. Voilà. Du coup, dans ton cas, tu risques dans beaucoup de cas d'avoir cette problématique. Après, ça dépend comment tu as fait l'acquisition. Si c'est dans une SCI à l'IS, que, encore une fois, tu es avec une banque, donc plutôt régionale, qui est OK pour continuer à avancer, il pourra le faire et potentiellement, ce ne sera pas pris en compte dans son endettement. Donc ça, tu peux le faire. Mais quoi qu'il arrive, ça va l'impacter. Et du coup, les personnes avec qui tu t'associes, fais attention, moi j'ai eu le cas, c'est bah, quels vont être leurs... si ce n'est pas vraiment des investisseurs, ils vont avoir besoin de cash out. Donc, qu'est-ce que tu fais quand le gars il a besoin de cash out? Qu'est-ce que tu fais quand ton associé qui gagne très bien sa vie aujourd'hui gagne moins? Qu'est-ce que tu fais quand il y a un divorce? Qu'est-ce que tu fais s'il y a un décès? Et du coup, là, tu te retrouves avec des associés que tu veux pas forcément et tu te retrouves avec quelqu'un qui est vraiment mal. Tu vois? Et toi, normalement, dans ta stratégie, toi, vu que tu sais faire de l'immobilier, tu seras jamais mal. En théorie, tu peux gérer les trucs. Les autres, c'est pas pareil. Là, en fait, t'es quand même parti de quelqu'un qui n'a jamais fait ça. Et donc, en fait, ne comprendra jamais ce que tu fais. C'est-à-dire ne comprendra jamais ce que ça veut dire de chercher un bien, ne comprendra jamais les 10% de run, qu'est-ce que ça veut dire, et en gros, que oui, c'est normal d'avoir des procès, oui, c'est normal d'avoir des problèmes, oui, c'est normal qu'un mois, au lieu d'avoir 10 000 € de loyer, tu peux en avoir 6 000 parce que tu as moitié de ton immeuble qui a brûlé. Bref, tu as plein de trucs comme ça. Il faut faire attention parce que, tu vois, on parle souvent des SCPI. Les SCPI, quand tu es actionnaire des SCPI, tu vois pas ce qui se passe dedans. Tu vois, les gars, ils se débrouillent. Et en fait, il y a plein de problèmes. Toi, tu le sais parce que tu gères toi-même ton locatif. Ceux que tu vas emmener dans tes investissements, là, tu seras très proche d'eux et ils vont peut-être pas comprendre tout ça. Et en plus, ils vont peut-être pas comprendre l'impact que tu auras sur leur vie. Parce que là, peut-être que demain, le gars, même s'il gagne très bien sa vie, il se dit, OK, moi, j'en ai marre de tout ce truc Fire, ou j'en ai marre de tout ce truc, voilà, j'ai envie de m'acheter mon appart à Paris à 2 millions d'euros. Il va dire, bah, rends-moi ma thune. Non, mais ouais, mais déjà, ça sent le vécu un peu, non, dans ce que tu dis. Ouais, tu sais, moi, j'ai vécu plein de trucs, hein. Tu sais, des gens, ouais, enfin, tu vois, moi, j'ai eu sur des gros montants, ouais, tout type d'association, tu vois. Enfin, il y a un moment, tu as toujours des discords, c'est comme un divorce, tu vois. Tu as des discords, etc. Et là, tu vois, par exemple, là, on me demande sur un projet, il y a quelqu'un qui a amené en compte courant 80 000 € sur un projet, il me demande de le rembourser, sauf que là, sur ce projet-là, je n'ai pas la trésorerie, tu vois. Donc moi, je suis obligé d'aller pomper sur un autre de mes projets 80 000 balles, de faire transiter l'argent pour montrer que l'argent vient pas. Enfin, c'est un enfer. Et c'est des personnes qui, voilà, là, c'est une question d'héritage, il faut payer un héritage, il y a besoin d'argent. Et la personne te dit, bah, sinon je sors maintenant. Sauf que moi, les faire sortir aujourd'hui, il faudrait que je m'endette, il faudrait que j'achète. Enfin, et je suis là, bon, c'est pas le projet que j'ai prévu.
Du coup, tu as forcément, bon, après, tu trouves d'autres solutions encore, tu vois, bon, tu peux remplacer, tu peux revendre à un autre investisseur. Et après, tu as quand même l'impact de la dette qui suit dans le temps. Disons que tu as ton associé, tu fais un emprunt immobilier, même tu rachètes toutes ses parts, il sera, pour qu'il soit plus caution de la dette, c'est compliqué, hein. Ouais, parce qu'il est inscrit dans les papiers et du coup, voilà quoi, il est dans les Ouais. papiers, il va les papiers. Ok. Faut demander, il faut surtout pas oublier. Donc, tous ceux d'entre vous qui, par exemple, divorcent ou qui ont créé une entreprise, ont pris de la dette sur l'entreprise et vendent leur entreprise, n'oubliez pas de demander un papier à votre banque qui ne vous fourniront quasiment jamais, comme quoi vous n'êtes plus solidaire de la dette et vous n'êtes plus caution. Parce qu'il y a plein de gens qui se font avoir, dont moi, un de mes amis qui a vendu une entreprise, il avait une épicerie, il avait emprunté, je crois, 150 000 euros et il avait vendu son épicerie parce qu'il voulait faire autre chose. Et là, la personne qui a racheté son épicerie a fait faillite et il s'est fait saisir 60 000 euros sur son compte bancaire parce que la banque n'a pas acté le fait qu'il n'était plus caution de cette dette. Et ça arrive dans plein de cas, en fait. Il y a plein de moments où, tu sais, les documents, ils n'existent pas. Pareil sur les notaires qui font mal le calcul de nombre de parkings, de métrage. Enfin, il y en a partout, hein, des problèmes comme ça. Ok, et alors moi, ce que j'ai besoin de comprendre maintenant, c'est donc ce que toi, tu as fait, comment est-ce que tu as fait pour atteindre ces fameux 10 millions? Parce qu'en l'occurrence, toi, tu as atteint un patrimoine de 10 millions brut. Alors moi, j'aime bien de dire le brut, parce qu'au final, je trouve que c'est ça la vraie valeur, parce que net, qui est la dette ou pas dessus, pour moi, la dette, ça a de la valeur. Je sais pas si toi, tu as cette vision aussi du calcul, en tout cas du patrimoine brut en termes d'immobilier. Donc toi, tu as atteint les 10 millions. Comment est-ce que tu as fait pour les atteindre, ces 10 millions? T'as fait Alors, du bric-à-brac et au fur et à mesure, tu t'es trouvé un associé, puis ensuite, tu as trouvé une solution, et puis t'es monté tout doucement, ou tu avais une vraie stratégie en place? j'avais une vraie stratégie en place au bout d'un moment. En fait, moi, j'ai très peu d'associés dans les 10 millions. Je dois avoir 1 million avec des associés. Donc, tout le reste, c'est moi en direct. Et en fait, ma stratégie principale, ça a été effectivement de créer cette entreprise et de développer un business pour racheter un gros bâtiment qui a une très forte valorisation. Donc, par exemple, mon bâtiment à Ivry-sur-Seine, acheté un peu plus de, enfin, dans les 3 millions d'euros, aujourd'hui, il en vaut le double. Et en fait, parce que je suis tombé sur une opportunité, bref, etc. Donc, rien que là, en fait, je suis même à plus que 10 millions bruts. En fait, ça dépend comment on valorise les biens, etc. À chaque fois, je lower down. Après, il faut faire attention. Donc, en gros, moi, j'ai commencé, j'ai acheté en propre, en direct. Après, j'ai plusieurs entreprises qui ont fait des investissements avec des revenus autres que mes propres revenus pour pouvoir avancer. Après, j'ai fait en association en SCI, donc j'en ai quelques-uns, et j'ai fait cet investissement, un gros investissement d'un gros immeuble en fait qui représente une bonne partie de mon patrimoine. Donc finalement, le plan, je l'avais prévu. Aujourd'hui, là, je fais l'acquisition, mais c'est un petit peu particulier. Je fais une acquisition d'un immeuble par mois, c'est que le rythme que j'essaie de tenir. Et là, j'ai un type de financement un petit peu différent. Et là, par contre, je suis largement minoritaire dans ces investissements que je fais aujourd'hui. Pourquoi? Parce que pour moi, alors déjà, là, j'essaie de pacifier mes revenus d'immobilier au maximum. Donc là, c'est le gros projet sur lequel je suis en ce moment. Quand vous avez 201 lots, en gros, moi, j'ai pu gérer seul jusqu'à 55 lots, et même là, c'était beaucoup. Là, 201 lots, ça dépend de la qualité aussi de votre patrimoine. Au début, quand j'avais 55 lots, mon patrimoine était très qualitatif. Donc, peut-être comme ce que tu as là où tu investis. Moi, c'était des appartements. J'ai beaucoup de colocations à Paris, en région parisienne, des colocations dans les endroits où en fait je louais à des personnes comme moi. Donc, il n'y avait pas de problématique. Voilà. Et là, maintenant, j'ai une partie de mon patrimoine où c'est entre guillemets un patrimoine, c'est de la CAF. C'est-à-dire que je loue à des personnes qui ont des faibles revenus. Sauf que là, ça entraîne un maximum, enfin, beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui peuvent avoir des difficultés financières, qui peuvent avoir des difficultés mentales, qui peuvent avoir bref, pas mal de difficultés. Donc là, ce patrimoine-là me demande plus de temps. Donc là, en fait, j'ai même des stratégies de gestion différentes entre tout ce patrimoine. Et moi, ce que je veux, alors moi, à la base, je suis un créatif, j'aime bien lancer de nouveaux projets. Et j'aime bien faire de l'argent en lançant des nouveaux projets. Le problème, c'est que j'ai là aujourd'hui 14 boîtes, j'avais 32 business lines. Donc un business, c'est quelque chose qui rapporte entre 300 et 30 000 euros par mois, quoi. Donc j'en ai 32 comme ça. Et à un moment, je me suis dit, et là, c'est ce que je me suis dit en début d'année, il faut que je me sépare de tout ça pour arriver à être le plus passif possible. Donc, l'immobilier, je suis en train de passer en full passif. Je suis en train de vendre et de céder des actifs, ce que je ne voulais pas, pour être encore plus passif. Sur les business, je suis en train de vendre et d'arrêter des business pour avoir moins de charges. Moi, mon besoin aujourd'hui, c'est quand vous commencez, en fait, vous ne savez pas trop ce qui va faire de l'argent. Du coup, vous testez à droite, à gauche. Et généralement, ce que vous faites, c'est que vous gagnez de l'argent avec votre salaire, vous gagnez de l'argent avec votre activité en tant que freelance ou votre entreprise. Et derrière, vous reroutez de l'argent sur l'immobilier. Ça, c'est super. Et de le faire avec des gens comme nous, c'est bien parce qu'il y a des gens qui vont faire le sale boulot. Parce qu'en réalité, de l'immobilier, c'est pas passif. Et généralement, on n'a pas le choix de le faire. Donc, la plupart des personnes qui écoutent ce podcast, vu les revenus qu'ils ont, vu les objectifs qu'ils ont, bah, ils sont obligés de le faire eux-mêmes. S'ils passent par quelqu'un d'autre, ça ne marchera pas. S'ils gagnent effectivement très bien leur vie, ils peuvent passer par toi, ils peuvent s'associer et voir jusqu'où ça va les emmener, parce qu'il y aura des limites aussi.
Mais sinon, à un moment, on est obligé de faire du non passif. Moi, aujourd'hui, j'arrive à un stade où, tu vois, en total d'investissement, alors ça dépend comment je valorise mes boîtes, mais là, je dois être entre 20 et 30 millions, tu vois. Là, ce qu'il faut, c'est que ça soit le plus passif possible et que finalement, j'ai une vie plus passive pour avoir moins de charge mentale et pouvoir me concentrer sur un ou deux projets et pas plus, tu vois. Parce que à la fin, ça te bouffe ton temps. Parce que tu vois, moi, j'ai tous les plans de mes immeubles dans la tête. Alors, sauf les derniers, je ne les ai même pas visités. Tu vois, je ne sais même pas à quoi ils ressemblent. Et là, je veux que ce soit des process où ça ne dépend plus de moi, quoi. Mais c'est excellent parce que ça me fait rire parce que moi, c'est ce que je dis toujours à Cyril. L'idéal, c'est que je sais même pas c'est qui mes locataires et que je connais pas leur nom, je connais pas leur tête. Donc en l'occurrence, ça c'est bon, ça c'est coché, tu vois. Mais c'est pas mal aussi de cocher le je ne sais même pas où est mon immeuble et je ne sais même pas à quoi il ressemble. C'est encore plus puissant, ouais. Ah ouais, Ouais, ça, ouais. ça m'est arrivé. Tu vois, par exemple, quand tu me demandes, là, j'ai dû faire, du coup, j'ai repris la partie gestion immobilière totale. J'ai dû refaire, donc là, je suis en train de refaire tout un processus où j'ai bien les plans de tous les immeubles, j'ai toutes les installations électriques, j'ai tout. Et il y a, je sais pas, trois quatre immeubles. Je suis propriétaire de 3-4 immeubles pour, je sais pas, peut-être 1,5 million, tu vois. J'ai aucune idée. Je n'ai jamais visité. Je sais quels sont les problèmes, mais j'ai aucune idée de ce que c'est, tu vois. Et du coup, si tu me redemandes, plus j'avance dans le temps, plus tu me demandes mon nombre de lots, mais je suis incapable de dire. Tu me demandes mon cash flow, tu vois, je suis obligé, même avant que tu m'appelles, pendant une demi-heure, j'étais en train de me dire, OK, je vais vérifier que mon tableau est bien à jour. Est-ce que c'est bon? Là, j'ai remarqué qu'il y avait un truc qui n'était pas à jour. Donc, je ne peux même pas te donner les chiffres réels de. Alors, endettement, ça va à peu près, mais même limite, endettement, revenu, cash flow, nombre de procès que j'ai, tu vois, je sais pas, je dois avoir une dizaine de procès en ce moment pour des impayés, des machins. Bon, ça tourne, tu vois. Maintenant, j'ai mon processus qui tourne avec huissier, avec avocat, etc. Mais je dois avoir sur, tu vois, parce que 201 lots, là-dedans, je sais même pas combien j'ai de locataires, mais un paquet, tu vois. Enfin, il y a des informations où je vais avoir des dashboards pour être sûr des éléments. Mais plus ça devient gros, bon, tu vois, tu as un appartement, tu as une coloc, tu as quatre colocs dedans, bon, tu les connais, tout fonctionne. Mais après, tu arrives à des trucs où, en fait, tu changes, quoi. Tu changes et tu pas envie. Ton cerveau, tu peux pas, tu vois. Non, mais c'est trop bien tout ce que tu dis. En tout cas, moi, je pense qu'on approche la fin de l'épisode parce que tu m'as donné une deadline où il faut qu'on raccroche. Mais en tout cas, c'était vraiment super intéressant. J'espère que les auditeurs là, qui sont restés jusqu'au bout, c'est les auditeurs les plus ambitieux qui s'envisagent en tout cas dans quelques années à faire des gros patrimoines. Donc c'est top. En tout cas, les autres, j'espère que ça vous a pas trop ennuyeux, mais c'est pas grave. Moi, ça m'a passionné. Est-ce que tu peux partager pour les auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te suivre si jamais ils t'ont apprécié et puis que justement, eux, le patrimoine à 100 millions ou 10 millions, c'est ce qu'ils visent. Comment est-ce qu'ils peuvent te suivre? Oui, alors là où je suis plus actif, c'est sur LinkedIn, du coup, c'est un peu bizarre, mais c'est Victor Lora. Sinon, je poste un peu moins, mais sur Instagram, pourquoi pas. Donc Victor Lora Fire. Puis après, il y a ma newsletter Fire France où je rentre normalement assez dans le détail. Donc j'espère que ça plaît aux personnes qui suivent ça. Ah ben, il faut que je m'y abonne, moi, parce que je crois que je ne suis pas abonnée. Donc, je vais m'abonner. Et je te demanderai vite fait les liens, comme ça, je te les mettrai dans la description de l'épisode, comme ça, les gens ils pourront aller jeter un œil. Trop bien. Est-ce que tu avais un dernier mot que tu voulais dire ou est-ce qu'on est tout bon? Bah, je pense qu'on est tout bon. Bah, je te remercie de m'avoir invité. Bah, merci à toi. Merci à toi, et puis à une prochaine. À une prochaine.